La Russie sous le choc après l'aveu de lourdes pertes lors d'une frappe ukrainienne à Makivka. Moscou a reconnu la perte de 63 soldats. Aux États-Unis, les divisions au sein des Républicains bloquent le vote du président de la Chambre des représentants, pourtant aux mains des conservateurs. Les adieux au roi Pelé, des dizaines de milliers de Brésiliens se sont massés le long du cortège funèbre jusqu'au mausolée de Santos où repose la légende du football. La Russie sous le choc après la frappe ukrainienne qui a tué des dizaines de soldats russes à la veille du Nouvel An. L'attaque a eu lieu à Makivka, une ville occupée de longue date par Moscou dans la région de Donetsk. La Russie a reconnu ce lundi la mort de 63 de ses hommes. Les sources ukrainiennes avancent un bilan bien plus lourd. Dans tous les cas, c'est l'un des coups les plus meurtriers infligés aux forces russes depuis le début de la guerre. Le bâtiment visé abritait des mobilisés russes. La présence de munitions sur le site expliquerait l'étendue des dégâts. Des rassemblements se sont tenus dans plusieurs localités d'où étaient originaires les soldats tués, notamment à Samara, dans le centre du pays. Côté ukrainien, l'armée affirme avoir fait subir d'autres pertes aux Russes. Ce porte-parole explique ainsi que les forces de défense de l'Ukraine ont frappé dans la zone de la colonie de Shulakivka, dans la région de Kherson. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à environ 500 blessés et morts, indique-t-il. Ces affirmations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. La seule certitude est que les combats restent intenses et incessants dans certaines zones de la ligne de front, comme ici à Bakhmout. Mais aucune des deux parties ne semble avoir réalisé de gains significatifs, malgré la férocité des combats. La défense antiaérienne ukrainienne aurait intercepté tous les drones d'une attaque russe contre l'Ukraine durant 2 nuits consécutives du 31 décembre au 2 janvier. Pour l'Institut pour l'étude de la guerre, les attaques aériennes et de missiles russes contre l'Ukraine ne génèrent probablement pas les effets d'information souhaités par le Kremlin parmi les nationalistes russes. Mais c'est un autre événement qui suscite de nombreuses questions et même des critiques. Une attaque le jour de l'an contre un complexe dans la ville ukrainienne de Makivka sous contrôle russe, attaque qui a tué les troupes récemment mobilisées envoyées par Moscou. Le groupe de réflexion américain indique une frappe ukrainienne dévastatrice sur une base russe à Makivka dans la région de Donetsk le 31 décembre a suscité de vives critiques à l'égard du leadership militaire russe. Le ministère britannique de la Défense évalue la situation autour de Bakhmout où se déroulent certains des combats les plus féroces. Il indique qu'à la mi-décembre, l'armée russe et les forces du groupe Wagner ont probablement augmenté la fréquence de leurs assauts d'infanterie ici. Mais nombre de ces opérations ont été mal soutenues. Et le ministère britannique de la Défense d'ajouter, au cours des 10 derniers jours, l'Ukraine a engagé d'importants renforts pour défendre le secteur. La fréquence des assauts russes a probablement diminué par rapport au pic de la mi-décembre. Les deux camps ont subi de nombreuses pertes. Il est probable que les opérations offensives russes dans la région ne soient plus menées qu'au niveau des sections ou des pelotons. Il est peu probable que la Russie réalise une percée significative près de Bakhmout dans les semaines à venir, ajoute le ministère britannique de la Défense. Le soutien de ses partisans n'aura pas été suffisant et la journée pourrait être longue à la Chambre des représentants. Aux États-Unis, le républicain Kevin McCarthy, pourtant grand favori pour devenir le nouveau président, ne passe pas le premier tour de vote. Les partisans de la ligne dure du parti ont tourné le dos à l'élu de Californie, jugé pas assez conservateur. Résultat, les représentants de la Chambre continueront à voter jusqu'à ce qu'un speaker soit élu pour succéder à Nancy Pelosi. Son élection nécessite une majorité de 218 voix. En novembre dernier, les Républicains se sont emparés de la majorité à la Chambre basse avec 222 sièges, mais ils sont profondément divisés. S'il veut être élu, Kevin McCarthy devra faire des concessions aux Républicains purs et durs sans s'aliéner les plus modérés. C'était une visite à haut risque, mais finalement, les scènes de violence tant redoutées n'ont pas eu lieu. Figure de l'extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir s'est rendu ce mardi sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Si le Hamas pense que me menacer va me dissuader, qu'ils comprennent que les temps ont changé, a tweeté le ministre israélien.
Lors de sa visite, le ministre était accompagné de membres des forces de sécurité israéliennes alors qu'un drone survolait l'esplanade. Cette visite était vivement critiquée par l'opposition israélienne. Les forces de sécurité pensent que cette visite est dangereuse. Ce n'est pas un hasard si les ministres évitent de se rendre là-bas depuis de nombreuses années. Les députés y vont, mais pas les ministres, surtout pas le ministre en charge du ministère de la Sécurité nationale. De son côté, le Premier ministre palestinien a qualifié cette visite de prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa et a déclaré que toute tentative d'Israël d'occuper le complexe était une violation du droit international. Troisième lieu saint de l'islam, mais aussi appelé mont du Temple par les Juifs, ce site, le plus sacré du judaïsme, est situé dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Connu pour ses propos racistes et partisan de l'utilisation des méthodes les plus brutales à l'égard des Palestiniens, Itamar Ben-Gvir et son ascension politique suscitent de vives inquiétudes. Dans les larmes et la colère, des milliers de membres de la communauté kurde s'étaient donné rendez-vous ce mardi dans le Val d'Oise au nord-ouest de Paris pour rendre hommage aux morts de la fusillade à caractère raciste. Avant Noël, en plein cœur de la capitale française, 3 Kurdes étaient tombés sous les balles d'un ancien cheminot de 69 ans. Mais beaucoup refusent de croire à la version d'un tireur isolé aux motivations xénophobes et dénoncent un acte terroriste mettant en cause la Turquie. La tuerie a aussi ravivé le souvenir du triple assassinat, il y a 10 ans presque jour pour jour, de 3 militantes kurdes dans le même quartier parisien. Le roi Pelé a rejoint sa dernière demeure, un mausolée situé à Santos, la ville portuaire qu'il a vu grandir et devenir un géant du football. À l'issue d'une veillée funèbre, son cercueil hissé sur un camion de pompiers a parcouru les rues de la ville durant 4 heures, acclamé sur son passage par des dizaines de milliers de fans. Le cortège funèbre a fait une halte devant la maison de sa mère âgée de 100 ans. Le légendaire footballeur brésilien est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Le président nouvellement élu et entré en fonction ce dimanche, Lula, a fait le déplacement à Santos pour se recueillir devant sa dépouille. Celle-ci a été exposée lundi matin sur le stade du Santos FC, le club où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974. Durant 24 heures, un défilé de fans et de personnalités s'est poursuivi de façon ininterrompue pour rendre hommage aux héros. On estime que plus de 230 000 personnes sont venues lui dire adieu. Son corps repose désormais dans un mausolée de 200 mètres carrés, conçu spécialement pour lui dans le cimetière vertical de Santos, appelé à devenir un futur lieu de pèlerinage. Ne lui parlez pas de déclin ou de pré-retraite. Cristiano Ronaldo assure que sa venue en Arabie Saoudite n'est pas synonyme de fin de carrière. L'attaquant portugais a été présenté hier soir en grande pompe aux supporters de son nouveau club d'Al Nasser. Acclamé comme une rockstar, CR7 s'est exprimé au sujet de son contrat doré qui devrait lui rapporter 200 millions d'euros en 2 ans et demi. Interrogé sur cette somme faramineuse, il s'est contenté de répondre dans un sourire « Je suis unique ». Quintuple lauréat du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire en sélection et en Ligue des Champions. La gare contemporaine de Liège en Belgique, construite par l'architecte suisse-espagnol Calatrava, a été habillée pour 1 an par l'artiste plasticien Daniel Buren, à qui l'on doit les célèbres colonnes du Palais Royal à Paris. Une œuvre monumentale et éphémère qui marque les esprits de tous les voyageurs de passage. Elle suscite la réaction, elle suscite la réflexion de tout le monde. Tout le monde. Ah, mon gamin, il a 13 ans, l'art, c'est pas trop ce qui le passionne, mais ça l'a marqué. L'œuvre est aussi un exploit architectural qui a nécessité la pose d'environ 5000 vinyles translucides autocollants de différentes couleurs qui ont été posés sur près de 10 000 m², soit 1 hectare, la moitié de la surface vitrée de l'édifice. Première étape, c'était nettoyer le carreau, le dégraisser et puis alors poser une eau savonneuse pour mettre le vinyle en place. Une fois qu'il était en place, c'était le couper vraiment parfaitement à dimension en gardant des tolérances entre le vinyle et les joints.
Les passagers en transit par la gare ou les visiteurs de la ville belge pourront admirer cette mise en couleur et en lumière jusqu'au 15 octobre 2023.